Vidal d'Orban. Pour certains, c'est de la propagande, dire que l'on risque de se diriger vers une troisième guerre mondiale. Alors, il faut faire attention, mais d'autres, c'est peut-être, en tout cas pour eux, c'est peut-être réel. Qu'à cela ne tienne, les Occidentaux ont décidé de fournir les armes lourdes à Kiev pour les avertir. Cela pourrait faire, en tout cas, craindre une escalade avec la Russie. Mais peut-on arriver jusqu'à l'affrontement global? Difficile d'y répondre sans convoquer certaines grilles d'analyse. Et c'est pour cela que la question est posée ce soir. Alors là, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a été acclamé il était bien sûr devant le Parlement européen. Il a reçu un standing ovation. Peut-être que la réalisation pourra nous faire écouter ce standing ovation qui a bien sûr pris environ 1 minute pour acclamer le président Volodymyr Zelensky. President of Ukraine, His Excellency Volodymyr Zelensky. Eh bien, vous l'avez écouté, bien sûr, cette on dit quoi, cette acclamation, bien sûr, adressée lorsqu'il faisait son entrée au Parlement européen. C'était jeudi, des ovations qui ont duré un peu plus d'1 minute. Monsieur Zelensky était jeudi matin face au Parlement européen, prenant la parole pour une quinzaine de minutes. Volodymyr Zelensky a d'abord, on va le dire, remercié l'Assemblée de sa présence et bien sûr l'Union européenne dans son ensemble pour son attention et ses efforts pour Kiev. Il a également souligné la chance de l'Europe d'avoir une démocratie solide qui soutienne les principes qu'ils défendent. Et il a assuré que cette démocratie européenne et ukrainienne, bien sûr, leur maison et le chemin qu'ils défendent. Un jour plus tôt, il faut également le dire, du coup, mercredi, le président ukrainien a rencontré à Paris son homologue Emmanuel Macron ainsi qu'Olaf Scholz, le chancelier allemand. Vous le savez, les 3 dirigeants ont tenu une conférence de presse commune. C'était à l'Élysée. Eh bien, à cet effet, Volodymyr Zelensky a demandé de l'armement lourd et des avions le plus tôt possible. Plus tôt l'Ukraine obtient de l'armement lourd de longue portée, plus tôt les pilotes obtiennent des avions, plus vite se terminera cette agression russe et nous pourrions revenir à la paix en Europe, a donc déclaré Volodymyr Zelensky. Bien sûr, ses homologues, le président français, bien sûr, Olaf Scholz, ont donc précisé, ils ont confirmé qu'ils vont lui apporter leur aide. Emmanuel Macron a témoigné, bien sûr, à son homologue ukrainien, sa détermination à l'accompagner, bien sûr, vers la victoire et sa volonté de poursuivre les livraisons françaises d'armes ukrainiennes. Près d'1 an après, bien sûr, le début de cette, on va dire, cette opération spéciale russe du côté de l'Ukraine.
Avalanche donc de promesses à l'Ukraine. L'on apprend que le Portugal pourra livrer à l'Ukraine 3 chars lourds Léopard 2 au cours du mois de mars, selon bien sûr une annonce mercredi du Premier ministre Antonio Costa. Pendant ce temps, à Londres, Zelensky a réclamé des avions de chasse pour combattre l'Ukraine. La Russie a donc promis une réponse si Londres envoyait des chars à Kiev. Un proverbe pygmée au Gabon dit ceci, je cite: une règle pour vivre en paix, ne pas déranger ceux qui sont plus forts. La tortue ne mord pas les pattes du léopard. For You Radio, la 96.3 FM, vous nous suivez, vous écoutez bien sûr votre programme quotidien Regard panafricain à travers votre radio panafricaine, mais aussi nos plateformes Facebook et YouTube, mais aussi à travers les antennes de votre télévision For You Media Africa. Voilà la rediffusion qui se fait bien sûr à 22h GMT uniquement sur votre média panafricain. Eh bien, on va sans plus tarder introduire notre invité, monsieur Bertrand Tatinda, que vous connaissez très bien d'ailleurs. Bonsoir et bienvenue monsieur. Bonsoir madame Siké. Je suis très content d'être là, d'avoir été invité par vous pour débattre de ces questions internationales. Vous en êtes une spécialiste, donc vous pouvez même aussi être à ma place et moi vous poser les questions. Vos auditeurs en apprendront beaucoup. Bonsoir à vos auditeurs. J'ai vraiment oublié de saluer ces auditeurs. Bonsoir à monsieur Dibongué. J'ai toujours beaucoup de plaisir à le retrouver. Il est là, il est content, il est souriant. Merci de m'avoir. Merci à vous, monsieur Tatinda. Avant peut-être de rentrer dans le vif de notre sujet, on rappelle également à ceux qui nous suivent que nous allons également pour sortir de cette édition parler de ce prix qui a été bien sûr décerné à Angela Merkel, l'ancienne chancelière allemande, du côté de la Côte d'Ivoire, le prix Houphouët-Boigny. On sortirait avec cette question, mais avant monsieur Tatinda, le Cameroun va célébrer la 57e édition de la fête de la jeunesse, c'est-à-dire le 11 février, donc demain. Tout à l'heure, le chef de l'État camerounais, Paul Biya, s'est exprimé. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir comme ça de manière globale? De manière globale, un discours classique, un discours d'espoir, un discours qui appelle les jeunes à beaucoup de responsabilités. Il est conscient des difficultés, le président de la République, d'ailleurs, il en explique certaines. Et il demande aux jeunes de ne pas se décourager. Pratiquement un père de la nation. Le contexte est très difficile. Très difficile au Cameroun. Ça ne va pas au Cameroun. Vous connaissez nos positions, nous les panafricanistes. Exactement. Au nouveau mouvement populaire, nous pensons que ces éternels plans triennaux avec le Fonds monétaire international ne peuvent pas apporter une bouffée d'oxygène. Peut pas vraiment. Et quand vous regardez tous les pays qui sont sur plan d'ajustement avec le Fonds monétaire international, ça ne va pas. On a les mêmes maladies honteuses, on a les mêmes conséquences de ces politiques qui ont permis de brider l'État, de pouvoir réduire les capacités d'investissement, les capacités d'offrir des opportunités à la jeunesse, à savoir des transactions commerciales vers des intérêts occidentaux, de ce qu'on appelait les bijoux de famille, de notre outil de production. Exactement, donc on se retrouve là et les jeunes sont là. Le président essaie de les rassurer tant qu'il peut. D'ailleurs, je profite même pour aller dans une autre triste, pratiquement dans la ville de Douala. 4 assassinats crapuleux d'enfants depuis pratiquement un mois. Donc vous voyez que on fête cette fête de la jeunesse sous les pleurs de ces jeunes enfants, dont le tout dernier avait 10 ans. On l'a retrouvé dans un sac banjok, comme on dit, les yeux arrachés. Donc beaucoup de prudence aux parents qui auront des enfants qui vont aller défiler demain. Beaucoup à ces encadreurs de veiller à la sécurité de ces enfants. Mais les forces de sécurité, les autorités de la ville ont juré retrouver ces criminels. Donc vous voyez donc que le climat est morose. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour notre jeunesse? Il faut leur tenir un discours d'espoir. Il faut leur dire d'espérer. Il faut travailler parce que on finit toujours par voir les résultats de son travail. On finit toujours par avoir les résultats de son travail. Est-ce que les panafricains aujourd'hui sont en train de voir ou d'avoir les résultats de leur travail? Certains diront oui, en tout cas, au regard des différentes actualités. Mais en tout cas, ce n'est pas ça le débat de ce soir. On va commencer par la première thématique.
Alors, comment ne pas s'intéresser à ce qui se passe du côté de l'Ukraine, surtout qu'on a vu des chefs d'État africains se déplacer, en l'instar du président du Sénégal, mais aussi président en exercice de l'Union africaine, le président Macky Sall. Il est allé rencontrer non seulement le président russe, le président Poutine, mais aussi le président ukrainien, voilà, Volodymyr Zelensky. Eh bien, ça fait le 24 février prochain, ça fera exactement 1 an que ce conflit aura commencé. Ce sera également l'occasion pour nous ici de faire le bilan. Mais voilà, vous le savez, il y a quelques jours encore, Volodymyr Zelensky s'est rendu du côté de la France. Il a rencontré Emmanuel Macron. Ils ont tenu une conférence de presse avec le chancelier allemand. Il est allé devant le Parlement européen du côté de Bruxelles. Et là, il a encore eu en tout cas un renforcement, une confirmation du soutien du bloc occidental contre la Russie. Alors, est-ce que, M. Tatinda, ce n'est pas là un avantage énorme pour l'Ukraine face à la Russie? Un avantage dans quoi, madame? Ce soutien militaire que les États occidentaux apportent à l'Ukraine. Ben, le soutien... C'est quand même plusieurs pays. Ouais, le soutien n'engage que ceux qui croient au soutien. C'est-à-dire? Eh ben, c'est-à-dire que ces propres Européens qui essayent de se mentir en faisant des slaves d'applaudissements à M. Zelensky. Il aurait été normal, sérieux pour l'Europe de s'engager sur le plan militaire. Vous savez, madame Siké, moi j'ai étudié un peu l'atome. J'ai étudié l'atome à un niveau sérieux. Personne, sous aucun prétexte, ne peut utiliser l'arme nucléaire. Personne. Donc, même aujourd'hui où les relations sont très tendues entre la Russie et les États-Unis, aucun de ces deux pays ne peut oser. Et les capacités nucléaires de ces pays sont telles qu'ils sont pratiquement mis en réseau. Ça veut dire qu'avant de déclencher l'armement nucléaire, vous êtes obligé de mettre ce qu'on peut appeler votre armement stratégique en mouvement. Et les satellites de tout le monde les verront. C'est-à-dire que les satellites chinois, américains, pakistanais, indiens, les puissances nucléaires le verront. Et ils mettront immédiatement aussi le mouvement, leur armement stratégique pour le nucléaire. Ils n'attendront pas que vous tirez l'arme nucléaire. Parce que le premier qui reçoit l'arme nucléaire, il n'existe plus. Donc, personne ne peut croire qu'on peut s'engager dans un armement nucléaire. Donc, si l'Europe avait des capacités militaires, avait des capacités économiques de soutenir un effort de guerre, vous ne trouvez pas que ça aurait été si facile d'engager les troupes aux côtés de M. Zelensky? Je rappelle que dans la guerre des Malouines, la guerre qui a opposé la Grande-Bretagne à l'Argentine, eh bien, des pays européens ont apporté un soutien à la Grande-Bretagne qui s'est engagée dans ce conflit géopolitique sur le plan militaire. Donc, nous ne pouvons pas applaudir M. Zelensky alors que les défaites sont extrêmement lourde sur le plan militaire. Les pertes sont énormes. Il y a de cela 3 semaines, un général expliquait encore que même les tranchées qui sont faites par les éléments de M. Zelensky, c'est l'idiotie la plus totale. Parce qu'une tranchée se construit en dents de scie. Une tranchée ne se construit pas de façon parallèle parce qu'un éclatement d'un obus, l'onde de choc fait que sur 100 mètres, tous ceux qui sont dans la tranchée décèdent. Donc vous voyez que le B à bas de la stratégie militaire est pas sur le terrain. Et M. Zelensky peut faire ce qu'il fait, il peut parader, il peut jouer au beau, il peut crier. Les pays européens sont là à l'applaudir. D'ailleurs, je donne un exemple que vous venez de donner. Le Portugal enverra 3 chars. Léopard, 3 chars Léopard. Vous le comptez ça comme un soutien militaire ou bien ça vous fait rire? Je rappelle que les capacités opérationnelles là, à l'instant, des chars russes, on parle de 11 000 chars dans lesquels vous avez les T-52, les T-14, les T-72. On parle de 11 000 chars. Et dans toute la possibilité, la panoplie de chars européens, on parle d'une centaine de chars. Une centaine de chars, vous ne couvrez pas 200 km de front. Vous ne pouvez pas. Il y a 1000 km de front. Donc, les jérémiades de ces télévisions européennes qui donnent l'impression qu'il y a possibilité sur le plan militaire. Mais il n'y a pas de possibilité sur le plan militaire que l'Ukraine gagne. Parce que même en mathématiques, il y a ce qu'on appelle aussi la loi du nombre. Mais la loi du nombre, dans le cas de conflit militaire, dans le cas d'un engagement militaire, la loi du nombre marche toujours. Vous savez pourquoi les Alliés gagnent la Wehrmacht? La Wehrmacht avait des armes relativement puissantes. La Wehrmacht avait même été pratiquement dans la dernière étape de la recherche nucléaire. La Wehrmacht avec des militaires courageux. Mais le front militaire était grand et ils avaient ouvert plusieurs fronts. Et ça fait qu'avec la contre-offensive de Staline, avec l'entrée en guerre
des troupes africaines, avec l'arrivée des Américains, des Canadiens, des résistants européens, la loi du nombre a eu raison de la Wehrmacht. Donc, que peut faire M. Zelensky? Il y a 37 000 soldats russes qui sont déjà là sur le front de guerre. On annonce 500 000 soldats qui arrivent. M. Poutine dit qu'il est capable de mobiliser 1 million d'hommes. Et c'est vrai sur 146 millions d'habitants. Et il n'y a pas encore fait appel à ses alliés stratégiques. C'est-à-dire que de pouvoir faire appel à un pays comme l'Iran, qui devient aujourd'hui un pays stratégiquement important sur le plan militaire. Vous voyez donc il faut dans une histoire comme celle-là parler de paix et dire à M. Zelensky qu'il a tout à gagner à parler de paix et à parler de plan de guerre. Surtout que la Russie explique que c'est M. Zelensky qui est parti de la table de négociation. Mais il a plus d'armée. Il y a un ramassis avec ce qui peut être considéré comme le résidu de l'armée ukrainienne qui est coaché aujourd'hui par l'état-major américain. Mais même cet état-major américain lui dit qu'il n'y a pas de chance de voir les alliés expulser les Russes de l'Ukraine. Donc, le concept de la défaite militaire de la Russie. D'ailleurs, les gens emploient ce concept et quand vous leur demandez c'est quoi la défaite militaire de la Russie, ils sombrent dans un blablabla. Vous y croyez-vous à cette armée ukrainienne qui ferait et qui reprendrait la Crimée? C'est acté pour la Russie. Or, la doctrine stratégique de l'armement stratégique militaire explique que quand on s'attaque de face sur le plan existentiel du territoire russe, ils peuvent utiliser l'arme nucléaire. Donc la Crimée étant aujourd'hui russe, si Moscou se rend compte que sur le plan existentiel, d'amputer une partie de ce territoire qui de fait fait partie de la Fédération de Russie, eh bien ils emploieront de l'armement stratégique. Comment vous faites? Comment vous faites dans ce cas? Est-ce que c'est ce qui explique la réticence des autres pays? Les opinions publiques africaines peuvent pas supporter, disons, une dizaine de retours de morts militaires. C'est pas possible. Donc, ils peuvent pas s'engager sur le plan militaire en hommes. Le matériel est résiduel. La Russie, c'est un pays de guerre. Les tsars, même au temps des tsars de l'histoire. Regardez l'histoire, Madame Siké. La Russie a jamais perdu de guerre. Jamais perdu de guerre. Donc, à partir de là, M. Zelensky, moi, c'est un peu, je le dis souvent chez vos confrères, ailleurs, qu'il faut faire attention de faire émerger des rigolos quand ils arrivent au pouvoir. Parce que M. Zelensky le sait. Ben, là, maintenant, il est otage de ce que j'appelle des intérêts. Des intérêts. Il y a des intérêts politiques, il y a des intérêts énergétiques, il y a des intérêts gaziers, il y a des intérêts de l'industrie de l'armement, il y a des instruments stratégiques, il y a des intérêts politiques. Et à partir du moment où vous êtes otage de ces intérêts, eh bien, vous faites ce que M. Zelensky est en train de faire. C'est-à-dire que les parrains des intérêts se battent pour avoir la meilleure place dans ce qu'ils considèrent comme étant les gains de ce qu'il pourrait gagner dans ce conflit. De ce et M. Zelensky en est là à se balader, là, à faire le pitre. Parce qu'en réalité, effectivement, M. Tatinda, ce qui est aussi ce qui a plus ou moins suscité quelques autres interrogations, c'est que il y a effectivement des promesses entre autres les États-Unis, l'Allemagne, la France, mais lorsqu'on annonce les promesses, après on nous dit quand même que les dirigeants de ces États estiment, en tout cas affirment que cette aide ne viendront pas de sitôt. Voilà, il faut encore des mois, il y a des réparations à faire, il faut attendre plusieurs mois. Et on se demande, est-ce que la Russie va attendre justement? Pour la Russie, il est question pour la Russie, d'ailleurs le président Poutine l'avait dit, il est question pour la Russie de pouvoir libérer le territoire du Donbass. Oui. Ce territoire du Donbass est un territoire de 2 provinces autonomes qui ont réussi à glaner leur autonomie à partir d'un référendum et qui ont demandé l'aide militaire à la Russie. Dont la Russie apporte son aide militaire à des territoires autonomes qui font partie de la Fédération de Russie. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que les Occidentaux sont confrontés à un dilemme. Imaginez-vous, Madame Siké, un seul instant qu'ils y envoient le monstre de leur technologie, ridiculisé sur le plan militaire. Vous prenez ça comme une conséquence banale. Ça désacralise la pseudo-puissance militaire c'est ça.
Et là, les derniers T-14 russes, on nous dit que ce sont des chars qui ont au moins 5-6 possibilités de capacité de feu. Certes, le blindage n'est pas terrible au niveau des chenilles, mais 5-6 capacités de feu. Et s'il y a encore Léopard T-14 et que les T-14 ridiculisent les Léopards, premier point. Deuxième point, il faut assumer ça sur le plan politique. Il faut assumer ça sur le plan politique. C'est-à-dire qu'à savoir la défaite, entre guillemets, de l'OTAN. Et d'ailleurs, un certain nombre de stratèges dont les chaînes mainstream d'information ne donnent pas trop la parole, questionnent la pertinence de l'existence de l'OTAN. À quoi sert l'OTAN? Dans un monde où on se dit il faut respecter le droit international. Si jamais ce droit international existe, nous avons une organisation des Nations Unies. S'il faille encore donner un crédit à l'organisation des Nations Unies. Mais vous avez des stratèges, des hommes politiques de plus en plus qui posent la question de fond et dire si ce n'est pas l'OTAN, par son comportement et même par son existence, qui est conséquence de la course aux armements. Conséquence de la course aux armements, surtout que l'OTAN avec sa raison d'être, quand en face il y avait ce qu'on appelait le pacte de Varsovie. Mais il n'y a plus de pacte de Varsovie, il n'y a plus de bloc Est menaçant. C'est quoi l'importance de l'OTAN? Donc, ces hésitations des gouvernements, c'est que ils savent que ce soutien ne changera rien sur le plan militaire. Ce soutien ne changera rien sur le plan militaire. On a suivi le président russe. Il a averti que si jamais l'Occident apportait de l'aide justement à une autre aide quelconque à l'Ukraine, la Russie va réagir. Et il a dit précisément pour le cas bien sûr de Londres. Est-ce qu'il y a une explication? Oui, parce que... Pourquoi? Il y a une explication parce que en Europe, au-delà de la Pologne, qui est pas en grande partie une puissance militaire, il y a la Grande-Bretagne, c'est une puissance militaire. Tout à fait. Et elle est fortement engagée sur les positions américaines. Et vous avez constaté que même les États-Unis, qui sont un peu le premier donateur en termes d'équipement militaire, même en termes d'aide humanitaire, hésitent sur cette affaire d'avion et de missiles longue portée. Donc les États-Unis hésitent. Londres déjà a une politique relativement va-t-en guerre. Et on peut se poser la question si ce n'est pas pour des enjeux de politique intérieure. Et c'est là où je parlais d'intérêt. C'est que aujourd'hui il n'y a aucun groupe politique à Londres qui rassure. Si vous jetez un coup d'œil dans la situation sociopolitique à Londres, tous les secteurs sont dans la rue. Je voyais encore hier, avant-hier, ce qu'on peut appeler le corps médical. Ils sont dans la rue. Ils vous expliquent que le système de santé à Londres, c'est effrayant en termes de misère, en termes de délabrement, ils en sont allés privatiser véritablement la santé. Un peu dans le même type de modèle et de système social qu'on peut retrouver aux États-Unis. Et Londres essaye, vous savez, ces pays sont des pays où Churchill a soudé ce sentiment d'appartenance et d'amour à ce qu'on peut appeler la Navy, l'armée de Grande-Bretagne. Donc, quand vous agitez, c'est-à-dire que le déploiement de l'armée de Grande-Bretagne pour défendre les soi-disant valeurs de liberté, que vous abreuvez un peuple, la plupart des cas, ce peuple étant un peu analphabète sur le plan de la culture, eh bien, vous pouvez avoir le soutien populaire. Or, pourquoi Londres n'engage pas les troupes? Ben, c'est là que c'est le b.a.-ba. Pourquoi? On a peur de l'ours blanc ou bien... c'est qu'on se rend compte qu'on ne peut pas assumer une défaite de troupes. On ne peut pas assumer les corps rentrants des troupes. On se rend compte que ça risque d'être très compliqué. On se rend compte que d'autres partenaires stratégiques peuvent rentrer dans la danse. On se rend compte qu'on n'a même plus l'économie pour soutenir l'effort de guerre. Parce qu'il ne s'agit pas de faire un effort de guerre. Il s'agit d'avoir une économie qui puisse soutenir l'effort de guerre. La Russie, c'est 16 millions de barils de pétrole par jour. Vous imaginez? 16 millions de barils de pétrole par jour. La Russie, c'est tout les matières premières stratégiques. Ça veut dire que en matière d'économie de guerre, la Russie ne peut pas importer de la matière première. Elle n'est pas obligée d'importer de la matière première. Donc elle peut mettre son industrie en économie de guerre et pouvoir de façon endogène produire. Or,
Londres, non. Londres, non. Sur le plan déjà énergétique, Londres est obligé d'importer des sources énergétiques. Comment Londres fait pour importer les sources énergétiques pour ses populations et soutenir un effort de guerre et soutenir l'industrie militaire, l'industrie de guerre qu'il faudra activer pour remplacer le matériel militaire. Donc, c'est des cris d'orfraie. Et là, nous appelons encore le monde occidental en disant, il n'y a pas de honte à aller sur la table de négociation. Mais sauf que les stratèges américains expliquent que si l'été doit venir trouver ce conflit et les positions militaires, d'après ce qu'ils disent, fichées sur le terrain, alors que la Russie avance, il faudra aller à la table de négociation. Les stratèges militaires commencent à le dire. Ça veut dire qu'ils ont des réserves pour apporter le soutien jusqu'à l'été. L'été commence le 21 juin et l'été s'arrête généralement, on va dire, courant septembre. Donc, ils expliquent que si, avec cet effort, ce dernier effort qu'ils veulent faire, c'est-à-dire que les chars avec ce qu'ils appellent avions et missiles longue portée, j'y crois pas beaucoup, et bien l'été s'en tient pas et que la Russie est toujours en position de force sur le terrain, il faudra aller à la négociation. Ça coûte quoi de sacrifier des gens alors que là, on peut déjà aller à la négociation. Voilà. Mais pour aller à la négociation, peut-être pour le camp, les Occidentaux, en tout cas, il faudrait justement se plier aux exigences de la Russie. C'est aussi ce qui fâche peut-être. Non, c'est discutable, les exigences de la Russie. La Russie a d'abord un premier problème de sa sécurité. C'est important. C'est important. Quand vous êtes chef d'État, vous avez le premier problème de sa sécurité. Et qui menace la sécurité de la Russie, c'est l'OTAN. Donc il y a un véritable problème de la stabilité de l'OTAN et de l'élargissement de l'OTAN à l'Est. De la présence de l'OTAN en Ukraine. Quelle garantie l'OTAN donne pour jurer la main sur le cœur que l'OTAN entrera jamais dans les frontières ukrainiennes? Surtout que personne ne croit plus à l'OTAN. L'OTAN l'avait dit. L'OTAN l'avait dit à M. Yeltsin. L'OTAN l'avait dit à M. Gorbatchev, qui avait commencé à faire un démantèlement de ce qu'on appelle les positions du pacte de Varsovie. Ben, est-ce que l'OTAN a respecté sa parole? À coup de subventions, l'Union européenne est venue en soutien à l'OTAN. À coup de subventions, d'économies pauvres des États de l'Est, eh bien, ils ont attiré ces pays au sein de l'Union européenne et au sein de l'OTAN. Ça a permis à l'OTAN de déployer son matériel militaire jusqu'aux frontières polonaises, jusqu'en Pologne. Donc, vous voyez donc que, première des choses. La troisième des choses, la troisième des choses, c'est effectivement la question des populations russophones. C'est important. Les accords de Minsk, mais c'est bien Poutine qui a signé les accords de Minsk. Or, aujourd'hui, les langues se délient. Personne n'a voulu faire respecter les accords de Minsk. Madame Merkel existe, c'était pour faire passer le temps. C'est-à-dire que endormir M. Poutine, armer l'Ukraine, équiper l'Ukraine sur le plan militaire, voir dans quelle mesure accélérer les procédures d'adhésion à l'Union européenne et peut-être à l'OTAN. Et un jour, M. Poutine se serait réveillé avec l'armada de l'OTAN à ses frontières. Donc, voilà des questions de fond. Mais personne n'a respecté les accords de Minsk. Les accords de Minsk qui, de mon point de vue, n'étaient pas déjà de bons accords. Ils ont été négociés de façon âpre. Il y a eu Minsk 1, il y a eu Minsk 2. Minsk 2 est signé à Versailles. Et à Versailles, M. Poutine passe toute une nuit. Il réfléchit avec ses stratèges. Ses stratèges refusent de signer les accords. M. Poutine va à la signature des accords et demande justement ce que l'Europe met ce qu'on peut appeler généralement des task force pour vérifier l'application des accords. Mais dès que les accords sont signés, Washington demande à M. Zelensky de ne pas respecter les accords. Et M. Zelensky rentre en guerre contre les populations russophones. Donc, voilà les positions d'abord de fond de la Russie. Et là, la Russie se dit, il n'y a que mon armée, il n'y a que mes capacités militaires, il n'y a que ma force politique et géostratégique qui puisse apporter de la sécurité à mes populations. Mais finalement, alors, est-ce que c'est exagéré aujourd'hui de dire que l'on pourrait se diriger vers une troisième guerre mondiale? Parce qu'il faut également le dire, on l'a d'ailleurs dit à l'entame de cette émission, pour beaucoup, c'est de la propagande russe. Dire que c'est possible, on risque d'aller à la troisième guerre mondiale, Est-ce que ce discours est de la propagande? Est-ce que c'est exagéré ou alors cela peut être une réalité? Les gens comprennent mal ce qu'on appelle troisième guerre mondiale. Les gens ont l'impression que ce sont les 7 milliards de terriens qui seront à la guerre. Non. Il suffit que des puissances majeures, des Amériques, d'Asie occidentale, d'Europe, d'Afrique, rentrent dans ce conflit
On est à la 3e guerre mondiale. Et moi, j'ai comme envie de dire même qu'on est à la préparation, c'est-à-dire ce qu'on appelle on a commencé à la amorcer période de préparation. Parce que l'Iran s'arme, la Corée du Nord s'arme, Xi Jinping s'arme, l'Inde s'arme, le Pakistan vient de tester ses derniers missiles. Les pays d'Amérique du Sud s'arment. Monsieur Lula a expliqué qu'il va armer l'armée brésilienne. L'Afrique s'arme, multiplie ses partenaires géostratégiques. Un pays comme le Mali a acquis du partenariat militaire. Vous avez suivi la dernière rencontre de monsieur Lavrov? Le ministre russe des Affaires étrangères. Il va apporter le soutien militaire. Il va apporter du soutien militaire. Oui. Donc, vous voyez que les blocs s'arment. La valeur fer se porte bien à la bourse. C'est la matière première. Donc, on est dans ce qu'on peut appeler, oui, une période de véritable préparation. C'est pour ça que nous en appelons au parrain de M. Zelensky, à ses amis, de ne pas lui offrir des slaves dans ce qu'on peut appeler des encouragements alors qu'on n'a pas les capacités véritablement de l'aider, de faire pression pour que ce monsieur s'assèche. Mais on dirait que vous y croyez en tout cas beaucoup à cette possible aide. Je veux dire, comme pas aide, c'est-à-dire que si aujourd'hui les alliés, la Russie a ses alliés, vous pensez vraiment que la Chine, entre autres, on va peut-être dire la Corée, vous allez me corriger peut-être, l'Inde pourrait aujourd'hui aller en guerre aux côtés de la Russie contre le bloc occidental? Mais vous ne voyez pas les manœuvres? Avant d'aller en guerre, on s'y prépare. C'est-à-dire que les manœuvres peuvent être personnelles. Non, avant d'aller en guerre d'ailleurs, on essaye de modéliser les économies. On essaye d'être d'abord allié sur le plan économique. On essaye de retrouver son intérêt dans l'autre sur le plan économique. Vous ne voyez pas ça entre l'axe Pékin-Moscou? Vous ne voyez pas ça entre l'axe Téhéran-Moscou? Vous ne voyez pas ça entre l'axe Pékin-Pyongyang? Vous ne voyez pas ça entre l'axe Pyongyang-Moscou? Vous ne voyez pas ça entre l'axe Moscou-Bamako? C'est ça. Afrique du Sud, Moscou. C'est ça d'abord aller en guerre. C'est de se dire que ça coûte cher. Tu as de la matière première. J'ai le savoir-faire technologique. J'ai la position géostratégique. J'ai ce qu'on peut appeler un fonds de réserve et un fonds de pension. Oui. J'ai un marché. Tu peux intervenir dans mes marchés. On peut signer des conventions économiques ensemble, dans ce qui peut être défini comme étant une sorte de soutien multiforme. Voilà déjà la première étape d'aller en guerre. La deuxième étape, c'est de faire des manœuvres communes, de modéliser nos hauts commandements militaires dans une même vision et dans une même stratégie. L'Afrique du Sud rentre dans les manœuvres communes sur le plan maritime. Exactement. Pékin et Moscou en ont déjà fait sur le plan de la marine, je n'en sais combien de manœuvres militaires. Xi Jinping est attendu, je crois, le mois prochain ou le mois sous-prochain à Moscou. La Corée du Nord a déjà proposé son aide. Téhéran offre déjà des drones. Téhéran annonce depuis avant-hier, une semaine, offrir des missiles. Donc, quand vous voyez tout ça, c'est ça qui s'est mis en place en 35, 37, 38, avant 39. dont les alliés rentrent pas en guerre en 45 parce qu'effectivement De Gaulle appelle il y avait un préalable, il y avait de préalable qui a été préparé. Donc c'est en train de se préparer. Et de l'autre côté, vous avez le bloc européen, sauf que le bloc européen n'a pas d'armée. Au moment où je vous parle, il y a 250 000 soldats américains qui stationnent en Allemagne. Ils n'ont pas de moyens. La France, qui est la première armée européenne, la France, elle n'a pas 100 chars opérationnels. Elle en est à 40 milliards de dollars de budget militaire. Donc, l'Allemagne essaye de revenir en votant un budget de dire je revois mes capacités militaires de 100 milliards. Mais, sauf que l'Allemagne est un pays sous occupation. Et elle s'est vue être obligée de commander le matériel américain. Quand vous commandez le matériel haute technologie sur le plan militaire, vous devenez de fait dépendant de l'État qui produit ce matériel militaire. Parce qu'à partir des logiciels, à partir du savoir-faire, à partir même du satellite, il peut paralyser ce matériel militaire. Les États-Unis peuvent vous paralyser un F-16.
pas besoin d'être dans le F-16. Donc vous devenez de fait allié stratégique et, comment je vais dire que, vecteur aussi d'une partie de cette armée. Oui. Donc de fait, l'Allemagne sera obligée de s'aligner, de se coucher sur les positions américaines. Or, vous ne voyez pas les blocs se faire. Et nous, les pays non alignés, nos Africains, on n'aura pas d'autre choix. On sera bien obligé. Déjà là, on a commencé. Le Cameroun a un partenariat stratégique avec la Russie. Nous avons de très bonnes relations commerciales avec ce pays. Il y a un sommet russo-afrique qui arrive. En juillet. Nous, les panafricanistes, on aura intérêt même à ce sommet. Exactement. Donc, effectivement, le monde, est en train de vivre des moments très, 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 très importants. Des moments où chacun essaye de voir où est son intérêt dans l'affaire et comment, le moment venu, on pourra se serrer les coudes pour défendre des positions. Vous faites justement bien de le rappeler. Effectivement, on voit que plusieurs pays africains commencent aujourd'hui à s'activer et à nouer justement des relations avec plusieurs autres pays que, voilà, peut-être la France. D'ailleurs, hier encore, dans le cadre de cette émission, on en parlait, cette visite justement du ministre, cette tournée du ministre russe des Affaires étrangères, précisément du côté de la Mauritanie, où là-bas, il a dit qu'il reste, parce qu'on connaît la position de la Mauritanie du côté des Nations Unies, la Mauritanie qui a voté contre cette guerre, bien sûr, en Ukraine, donc contre la Russie, mais le président, le ministre russe est quand même allé du côté de la Mauritanie. Il a discuté avec justement le président de ce pays et il a dit qu'il accepte justement la décision, qu'il respecte la décision de ce pays au Conseil de sécurité des Nations Unies, mais cela n'a pas empêché justement les deux pays de convenir sur d'autres plans en termes de partenariat. Alors, peut-être avant de continuer sur l'autre thématique, finalement, monsieur Tatinda, on se demande, c'est vrai que beaucoup on parle de l'Ukraine, la Russie, mais on se demande où se trouve l'Afrique dans tout ça, surtout qu'on est en train de parler de Troisième Guerre mondiale, entre autres. Si jamais, voilà, cela, vous avez dit que ce sont déjà les préalables, alors la place de l'Afrique dans tout ça. Avant de parler de la place de l'Afrique, vous faites bien de parler de la tournée du ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie. Déjà, il faut savoir que les affaires étrangères font partie du domaine réservé du chef de l'État. Exactement. Donc, quand vous êtes un ministre des Affaires étrangères, vous travaillez directement sous l'autorité du président de la République, du chef de l'État. Et je mets ce déplacement à Bamako comme étant la continuité d'un certain nombre de déplacements de la diplomatie russe. Où a été la diplomatie russe? La diplomatie russe a été au Congo. C'est un pays du Golfe de Guinée. C'est ça, et riche en pétrole et en gaz. La diplomatie russe a été en Éthiopie. C'est un pays aujourd'hui qui fait partie du top 6 en termes de produit intérieur brut. Projeté ce qu'on appelle l'entrée dans le Golfe d'Aden. Le Golfe d'Aden, c'est 40% du commerce mondial. Et souvent, en période haute, c'est 60% du commerce mondial. La diplomatie russe a été en Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, c'est la première industrie militaire africaine. L'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud fait partie des BRICS. La diplomatie russe a été en Égypte. L'Égypte, c'est la première armée africaine. Je ne parle pas de la première industrie africaine. Je parle de la première armée africaine. L'Égypte, c'est beaucoup de milliards de dollars de matériel acheté à la Russie. La diplomatie russe a été au Mali. Le Mali, c'est un pays de la bande sahélienne déterminé à éradiquer le terrorisme et à affirmer sa souveraineté, affirmer de ses choix, affirmer le pays dans le concert des nations. Donc vous voyez que quand vous regardez tous ces pays, ce sont des pays qui ont des passés relativement différents. Ce sont des pays qui ont même appartenu à ce qu'on appelait des blocs d'influence d'autres pays, mais ce sont des pays aujourd'hui éminemment importants pour l'Afrique. C'est-à-dire que rien ne peut se construire dans une vision concertée du monde sans tenir compte de ces pays. Ça veut dire que la Russie a interféré déjà, ce que je peux appeler le high-tech de la pensée et même de la
de la possibilité et des capacités africaines à se mettre ensemble. Plus rien ne peut se faire de façon sérieuse en Afrique sans véritablement que la Russie de son influence n'y participe. Ouais. Quand vous parlez de la position africaine, en grande partie, les Africains ont pris position et ont donné leur position. C'est que M. Zelensky n'a jamais pu être reçu par ce qu'on appelle la conférence des chefs d'État de l'Union africaine. C'est l'organe suprême de l'Union africaine. Alors qu'il avait demandé justement... oui, il avait eu 3 chefs d'État, il y avait eu le président de Côte d'Ivoire, il y avait eu... Il n'a jamais été reçu. Donc, à partir de là, vous comprenez que pour l'Afrique, 1, c'est une guerre qui ne nous concerne pas. 2, nous avons nos partenariats avec la Russie qui datent pour certains des années juste post-indépendance de 1960. 3, nous n'avons pas à nous mêler de vos problèmes, Monsieur Zelensky. Vous devez, comment je vais dire, prendre vos dispositions pour ne pas embarquer votre pays dans cette aventure. Donc, les Africains sont là, ils ont bien d'autres problèmes. Nous avons des problèmes en termes d'industrialisation, nous avons des problèmes de santé, nous avons des problèmes d'alimentation, nous avons tellement de problèmes d'électricité. La vision pour nous, c'est d'être ensemble, de pouvoir avoir un minimum de consensus politique et de voir dans quelle mesure, dans un rapport gagnant-gagnant avec des partenaires stratégiques, de voir comment on peut sortir de ces problèmes. Donc, il n'est pas question pour nous de faire le tri. Bienvenue à la Russie, vous connaissez ce que nous pensons de cette histoire. Vous savez ce que je pense de monsieur Lavrov, que j'apprécie beaucoup, de monsieur Poutine. On nous trouve souvent des vats en guerre, mais moi j'ai toujours dit qu'un homme politique, c'est d'abord un homme fort. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a suffisamment de couilles pour assurer la sécurité de ses populations. Donc rassurez-vous, le jour que nous serons au pouvoir, nous allons armer l'armée. Nous allons aimer notre armée et nous allons l'armer. Eh bien, voilà, c'était tout pour cette première thématique. Avant d'aborder la seconde, on prend cette transition. Eh bien, nous sommes à présent en Côte d'Ivoire, précisément à Yamoussoukro. Eh bien, là-bas, mercredi 8 février dernier, la Fondation Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, qui fêtait son 50e et commémorait les 30 ans de la disparition du premier président de la République de Côte d'Ivoire, a décidé d'offrir son prix à l'ancienne chancelière allemande Angela Merkel. Plus de 2000 personnes, autorités, coutumières, religieuses, diplomatiques, militaires et civils ont donc assisté à cette cérémonie de remise du prix, mais surtout les autres anciens présidents de la Côte d'Ivoire, dont Henri Konan Bédié, bien sûr, Laurent Gbagbo. À ce propos, d'ailleurs, mon collègue Bachir s'est interrogé dans sa livraison, en tout cas, à savoir si, avec la présence de ces derniers, la réconciliation nationale dans le pays est actée. En tout cas, ce sera peut-être aussi le lieu ici ce soir de peut-être répondre à cette autre petite interrogation. Notre invité, on poursuit avec lui toujours Monsieur Tatinda avec nous sur ce plateau une fois de plus. Angela Merkel qui reçoit donc le prix Houphouët-Boigny. Votre commentaire? J'avoue que j'ai pas beaucoup suivi cette actualité. Oui. Parce que en rien elle n'est intéressante pour nous les panafricanistes. C'est quand même le premier président de la Côte d'Ivoire. Nous sommes très concentrés sur les défis. Les panafricanistes doivent réfléchir. Ils doivent pas se laisser distraire parce que j'appelle la petite actualité africaine. Ok. Ça intéresse ceux qui, veulent savoir quel est le prix de monsieur offert à M. Houphouët-Boigny. Mais nous les panafricanistes, vous voulez qu'on fasse l'histoire politique, la naissance, la créature de Houphouët-Boigny? Vraiment, moi, j'ai des principes de respecter ceux qui ont quand même été des patriarches africains. Tout à fait. Le temps de règne qu'il a mis pour la Côte d'Ivoire, qui est un pays ami. L'âge qu'il a eu à sa mort. Oui. Le fait d'avoir quand même doté la Côte d'Ivoire d'un palmarès. Premier pays exportateur de cacao. M'interdit d'avoir des mots durs sur ce monsieur. C'est pas mon modèle. Mais en même temps, il a été parrain indéfectible et soutien indéfectible de Charles Taylor. Une ordure. Une pourriture. Il a été soutien indéfectible de M. Blaise Compaoré. Une ordure. Une pourriture. Il a exclu M. Oumyobé du RDA. Du Rassemblement des démocrates africains. Il l'a exclu. À partir du moment où M. Oum expliquait
qu'il faille écouter Nkrumah et aller vers ce qu'on peut appeler une véritable autonomie, non seulement dans la gestion de nos affaires, mais être une vision politique, la souveraineté, les capacités par nos pays de se gouverner par eux-mêmes. Il a été parrain, acteur principal de la tentative de déstabilisation de la République sœur du Nigeria dans la guerre du Biafra. 3 millions de morts. Et dans ces 3 millions de morts, 70% de femmes, d'enfants. Donc, ne me demandez pas de juger ce monsieur. D'ailleurs, le monsieur qui lui donne le prix est sa créature. C'est lui qu'il fait venir en 93 comme Premier ministre. Il arrive parce qu'il n'a plus de politique. Il n'a plus rien. Eh bien, il est là, le grand ayatollah. Et puis, comme par hasard, il s'y retrouve une fortune à nous construire une basilique de 2 milliards. Et dit, c'est l'argent de ma famille. Pendant ce temps, il met ce monsieur qui lui donne le prix aujourd'hui à gérer la Côte d'Ivoire sur le plan économique. Et ce monsieur, c'est à cet instant-là qu'il fait ce que j'appelle la deuxième vente de la Côte d'Ivoire aux intérêts privés. Deuxième vente. Privatisation à Tchouva. Modèle économique terrible. La béatisation des plans d'ajustement structurel. Oui. Résultat des cours, ça va déboucher sur quoi? Rébellion, guerre civile. Rébellion, guerre civile. Et vous me demandez, moi, M. Bertrand Tatsinda, qui est en pleine réflexion en ce moment sur les questions politiques, géopolitiques que rencontre le Cameroun, sur les problèmes que nous avons. Déjà, le NNP, notre parti politique, questionne sa présence à la prochaine élection présidentielle. S'il faille à l'élection présidentielle, il faut qu'on ait un projet. Il faut qu'on ait un projet. Et puis on réfléchit. Sur toutes les questions importantes, on réfléchit. D'aller me caler à mon actualité, de voir un monsieur Ouattara qui explique que voilà le prix, monsieur Houphouët-Boigny. Monsieur Houphouët-Boigny à monsieur Houphouët-Boigny. Non. Donc, ceux qui ont été, d'ailleurs, l'invité modèle, c'était qui? C'était Madame Merkel. C'était Madame Merkel. Qui a reçu le prix. Ouais, qui est Madame Merkel? C'est toujours ces espèces, comment je peux dire que, d'acteurs, de ceux qui ont porté ce monsieur au pouvoir à partir d'un mouvement rebelle. Il ne faut pas oublier comment il arrive au pouvoir, à partir d'un mouvement rebelle. La grosse déception a été la présence du président Gbagbo qui s'est jeté dans ses bras, tout sourire, tout content. Mais ça ne m'a pas choqué plus que ça. Parce que depuis, non, parce que depuis, la maison FPI prend de l'eau de partout. Ça prend de l'eau de partout. FPI, Laurent Gbagbo ne fait plus partie justement du FPI. C'est-à-dire que pour moi, M. Tatsinda, j'appelle tout ça le FPI. D'accord. Qu'il y ait le FPI, personne capable, le FPI, PPA, le FPI, COGEP, c'est le FPI. Le FPI qu'on connaît. C'est le FPI qu'on connaît. Donc je l'ai toujours dit, que moi, Bertrand Tatsinda, je reste acteur, comment je vais dire, du FPI originel. Je ne m'inscris dans aucune tendance. Mais il n'a pas pu tenir la famille. Il n'a pas pu tenir la famille. Ça va à volo. Ça va à volo. Peut-être je ne comprends rien à la politique, on verra bien. Il y a les élections générales en Côte d'Ivoire, notamment la mère des élections en 2025. On verra comment une petite branchette du FPI gagnera l'élection présidentielle. On verra comment ça. Et puis dans ce parcours-là, les attitudes, les comportements. Je vous donne un seul exemple. Allez-y. Quand il arrive en Côte d'Ivoire, l'organisation de son arrivée, c'était sérieux? Je rentre pas sur le fond. Oui, je rentre sur la forme. Vous parlez de quoi exactement? Mais à quel niveau? C'est que on exclut des camarades. Ok. On exclut des camarades. Je vous rappelle que le FPI ne appartient pas. Il y a des co-actionnaires. Madame Simone Gbagbo est actionnaire du FPI. Au même titre que lui, elle n'est pas créature de ses décrets. Elle est femme politique. Elle a été députée. Quand vous êtes député, vous répondez, vous parlez pour une partie des populations. C'est-à-dire qu'il y a une partie du suffrage universel qui sera sur vous. Exactement. Ça n'a rien à voir à ce qu'on appelle les hommes politiques décrétés. Madame Gbagbo. Et puis il y a d'autres courageux qui ont même donné de leur vie. À un moment donné, il va en exil. Il est à Lyon. Les gens continuent à se battre. Les gens vont dans les prisons de Houphouët-Boigny. Mais pour ce qu'il représentait, pour le discours, pour l'envergure, pour, comment je peux dire, la carrure, il en était porté à la tête. Mais comment vous rentrez après avoir été arrêté justement par M. Ouattara, par Mme Merkel, par le bloc occidental, qui vous envoie la haie pour crime de guerre, crime contre l'humanité? Vous savez ce que c'est qu'un crime contre l'humanité, Mme Siké? C'est de l'abjection suprême. Ça veut dire que c'est le crime, du même niveau que les crimes nazis, du même niveau que les crimes des esclavagistes, du même niveau que les crimes
commis pendant la colonisation. Vous en revenez blanchi. Et vous, même sur la forme, vous ne demandez pas à ce que toute la grande famille se retrouve. Regardez l'arrivée du ministre Blé. Oui. C'était mieux fait sur la forme. Blé, c'est son fils. Je dis c'était mieux fait sur la forme. Pourquoi? Parce que Madame Gbagbo. Pas parce que Madame Gbagbo. Pourquoi? Il a donné de l'honneur, des égards, de la fierté, de la reconnaissance à ceux qui ont toujours été à ses côtés. C'est important dans la vie politique. La vieille façon ridicule de voir la politique et de dire que quand on fait de la politique, on a des mains sales, c'est faux. C'est la politique des Houphouët-Boigny. Quand on fait la politique, on a un homme d'honneur. On a des mains propres, on a des valeurs. On place la vie au-dessus de tout. On a des projets de société. On a même ce qu'on peut appeler la capacité de se regarder par soi. De dire que je n'ai pas réussi, je m'en vais. Nous, pour nous, les panafricanistes, M. de Gaulle, c'est une ordure. Mais pour les Français, il a eu beaucoup d'honneur. Bien sûr. Il perd le référendum de 68, il part. Il part. Un homme politique arrive à reconnaître ses échecs. Donc, un homme politique, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu, un homme politique. Nous ne sommes pas parfaits. Donc, quand vous arrivez même pas à mettre en l'honneur ceux qui ont été avec vous, vous insistez sur Mme Simone Gbagbo. Oui. Quand on le prend, quand l'armée française, l'armée de Merkel, le soutien politique de Merkel, décide d'envoyer le 43e Birma le prendre en pleine présidence de République, qui est à ses côtés? Mme Gbagbo. Mme Simone Gbagbo. Elle aurait pu partir. Oui. Il y avait, elle à ses côtés, il y avait le ministre de l'Intérieur qui a été lâchement assassiné. Trahi. On demande de se rendre, il se rend, on l'achève. Où sont les autres? C'est des symboles. Si les gens ne veulent pas comprendre ça et qu'ils se disent qu'ils sont très puissants, il y aura, comment je vais dire, il y a toujours des apparatchiks, oui. Il y a toujours des passionnés, souvent même il y a la fibre tribale, et puis on aura toujours des soutiens. Nous entendons 2025, mais nous regardons ça avec beaucoup de circonspection. C'est juste un aboutissement. Oui. Je peux raconter de tout à partir de la sortie de la fameuse interview à TV5 avec l'entourage et tout. Nous, on n'avait rien demandé. Hein. Je veux dire que nous n'avons pas eu un contrat de fidélité avec lui. Bien sûr. Nous l'avons pas soutenu en attendant un retour des remerciements. Quelque chose, tout à fait. Nous, on soutenait des valeurs. Bien sûr. Les valeurs qu'il incarnait. Les valeurs d'indépendance, de souveraineté, de panafricaniste. C'est ça qu'on soutenait. Exactement. Ça veut dire que même s'il avait pris la parole et dire ne me soutenez pas, on aurait répondu à ce patriarche que c'est pas vous l'homme, bien sûr. Vous êtes sérieux là? Oui. On soutient ce que vous incarnez comme valeur. Et le jour que nous allons soupçonner que ces valeurs sont plus des valeurs principales ou que vous les incarnez, vous n'incarnez plus ces valeurs comme nous on le pense véritablement et la grande famille panafricaniste, on vous soutiendra plus. On vous regardera de travers à côté. Mais peut-être avant de sortir, justement, pourquoi est-ce que la présence, vous avez parlé de sa présence justement là-bas, est-ce à dire quand même que lorsqu'on voit le président Laurent Gbagbo, Alassane Ouattara, Henri Konan Bédié, pour d'autres, cela peut présager un avenir plus ou moins positif dans le cadre de la réconciliation nationale dans le pays. On rappelle effectivement aussi que Henri Konan Bédié, vous le savez, c'est allié, a dit qu'il apportera bien sûr son soutien, bien sûr, au parti au pouvoir. Donc, est-ce que cela n'apporte pas quand même un coup de pouce au processus de réconciliation nationale? Mais nous, on l'a toujours dit. Oui. C'est-à-dire, tout le monde voit la réconciliation, surtout en Côte d'Ivoire. Qui rentre alors dans un gouvernement d'union nationale. Parce que moi, un cirque de faux semblants, de, comment je peux dire, la forme. Vous savez qu'en Côte d'Ivoire, au moment où nous parlons, il y a toujours des personnes qui ont leurs proches qui ont disparu depuis cette guerre. Vous savez qu'il y a un génocide d'un groupe sociologique qu'on appelle les Ouai. On parle de 30 000 morts à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Vous savez qu'il y a eu des assassinats de masse à Djokoué. Vous savez qu'il n'y a pas de justice. Oui. Donc, si la forme, c'est aller se mettre dans une salle, de se tomber l'un dans les bras de l'autre, pourquoi avoir excité les partisans comme ça? On aurait pu aussi dire que j'ai raison,
j'ai gagné l'élection, mais pour ne pas sacrifier les partisans, je pars. Je laisse le pouvoir. Ils sont très croyants en ce moment. Il est très croyant lui-même en ce moment. Dieu fera mon palabre. Oui. Il aurait pu le dire. Or, nous, la résistance et ce que nous avons soutenu a été le soutien justement à la résistance et à la vérité. Donc, si la réconciliation, deuxième façon de voir, doit se faire autour de Madame Merkel. Madame Merkel symbolise la politique européenne en Côte d'Ivoire. Tout ce qu'il y a de laid, de détestable. Je vous ai donné des exemples. Ils l'ont expérimenté au Nigeria. Yakubu Gowon, grâce au soutien de ce qu'on peut appeler les jeunes officiers militaires. D'ailleurs, le président Buhari à l'époque était colonel. Oui. Donc, ce qu'on peut appeler le nationalisme de l'armée nigérienne, la République sœur du Nigeria aurait explosé. Donc, si aujourd'hui, c'est ça, c'est cette force politique-là qui doit guider la réconciliation en Côte d'Ivoire, nous disons, mais là, même c'est petit, allez plus loin. Monsieur Ouattara, faites un gouvernement d'union nationale. Monsieur Gbagbo est ministre des Finances. Monsieur Konan Bédié rentre Après, comme vous ministre des savez, Affaires. que c'est... Non, c'est mieux, Madame Siké. Là, ils seront dans un gouvernement et là, ça Oui. sera maintenant, comment je peux dire, une politique de réconciliation incarnée par une vision gouvernementale. Donc, là, c'est beaucoup plus simple. Ben, Ouais. La réconciliation autour des crimes non résolus, autour d'une Côte d'Ivoire où vendue aux intérêts étrangers, autour des assassinats qui n'ont pas encore eu de justice, autour Oui. d'un procès arrêté, achevé en queue de poisson. Vous savez qu'on attend la suite? La Cour pénale a jugé un cas. Bien sûr, on attend l'autre Donc, partie. bien si sûr. on fait table rase de tout ça Oui. et qu'on va dans une salle, ça n'intéresse plus personne. Autour, même des prisonniers politiques, de nombreux officiers qui sont, des comptes bloqués, des maisons réquisitionnées, de tout ça, et qu'on va dans ce type de réconciliation, souffrez quand même comme moi, M. Tatinda. Je ne dis pas mes amis panafricanistes, vous savez, les panafricanistes, nous sommes différents, nous sommes pluriels. Nous incarnons même des valeurs différentes. Bien sûr, je parle c'est d'abord normal, de moi, bien M. sûr. Tatinda. Ouais. Je parle d'abord. Souffrez comme moi, M. Tatinda. Effectivement, je me tiens loin de ça. Et que je dise qu'il ne faut pas arrêter à moitié. Rentrer dans un gouvernement d'union nationale. Rentrer dans un gouvernement d'union nationale. Là, ça devient une véritable politique gouvernementale de réconciliation. Vous ne trouvez pas, Madame Siké, que ça peut aller mieux comme ça? Puisque ça se fait souvent ailleurs en termes de solutions. Voilà. Mais vous savez également que ces acteurs déjà aujourd'hui font déjà l'objet de beaucoup de critiques parce que certains estiment que ils ont monopolisé la scène politique ivoirienne. Donc encore entrer dans un gouvernement d'union nationale, est-ce que ça ne veut pas dire que... Non, au nom de la réconciliation. Au nom de la réconciliation, Parce que vous semblez défendre, je ne dis pas vous bien sûr, vous personne, oui. vous semblez défendre la réconciliation. Oui. Mais elle peut être mieux comme ça. Oui. Elle peut être mieux de pouvoir voir ce qu'on peut incarner. Et puis même, la grande famille de gauche a son mot à dire dans la réconciliation. C'est-à-dire que, avant d'aller dans ce que j'appelle les faux semblants de la réconciliation, est-ce qu'il n'eût pas été mieux de faire un effort que la grande famille de gauche de Côte d'Ivoire se parle? En même temps. Ils ne se parlent plus entre eux. Et c'était ça. C'est vrai que c'est une grosse déception de également qui? pour les panafricains. Parce que Madame Siké, moi j'exige que vous mettez, moi j'exige que vous mettez le mot dans ce que vous dites. Une grosse déception pour qui? Je vous connais, vous êtes fine dans l'analyse politique. Non, c'est une grosse déception, pour celui qui a incarné en quelque sorte le rassemblement des forces de gauche. Ah ouais, c'est même un échec. Ah ouais. Et quand il y a donc ça, comment la grande famille de gauche en Côte d'Ivoire, qui portera donc la responsabilité politique de mettre en mouvement ensemble ces grandes familles de gauche qui doit, si elle veut avoir un semblant de chance de gagner l'élection présidentielle et pouvoir véritablement mettre sur pied notre système politique en Côte d'Ivoire et même aller à une véritable réconciliation. Comment elle fait pour gagner en 2025? Voilà la question. Et qu'on ne nous serve plus, c'est-à-dire que ces partisans qui soutiennent à tout va et qui ont une tendance à poser le tort sur les autres en expliquant que eux ce sont des vendus. Ils sont ont vendus été à la achetés. France. Ils ont été achetés. Quand moi j'ai regardé ça, qui est véritablement acheté? Il faut poser cette question de fond. Parce que c'est vrai que les analyses, lorsqu'on voit moi, la photo, un acteur là, politique vraiment, avec... vraiment, voilà. l'image là a été pour moi détestable. Oui. Détestable, inacceptable.
Inacceptable. Pourquoi les autres seraient achetés? Pourquoi lui ne serait pas acheté? Non, moi, en ce moment, je suis à désaccord avec mes amis. Mais dans la grande famille panafricaniste, on en appelle au désaccord. C'est le débat. C'est normal. Les hommes de gauche débattent. D'ailleurs, quand vous prenez un parti comme le Parti socialiste en France, le Parti socialiste en France a aussi implosé parce que ils n'ont pas été d'accord, ils n'ont pas arrivé à trancher ce qu'eux ils appelaient des motions. Et ce qui était des orientations stratégiques importantes en France. À savoir, qu'est-ce qu'on fait face à la mondialisation? Ils sont allés dans de véritables débats sans trancher. Et là, pas besoin. Ça fait que le peuple de gauche en France s'est senti orphelin d'une élite qui ne résout plus ses problèmes. Et un coup a tourné vers les extrêmes, même les extrêmes droites. Un coup s'est retrouvé vers le champion de toute catégorie de la démagogie, cet individu qu'on appelle Zemmour. Un coup, certains nostalgiques sont tombés dans les bras de M. Mélenchon, d'autres se sont abstenus, beaucoup sont allés chez les Verts et dire à la limite, on va croire en, comment je veux dire, à une régénérescence d'une autre nature et d'un autre type écologique de vie, et le Parti socialiste a totalement disparu. Si la gauche ivoirienne ne s'invente pas, en termes même de nouveaux acteurs, fait pas de choix clair pour l'avenir. Parce qu'aujourd'hui, on ne voit rien de choix clair. Moi, j'ai le discours d'investiture et comment je vais dire de motion de création du PPPA. PPACI de Laurent Gbagbo. C'est vague, il n'y a rien. Il n'y a pas de choix clair là. Il n'y a pas de choix. Il n'y a pas de choix clair. On nous dit, vous allez voir ce que vous allez voir pour l'avenir. Bon, c'est vrai. Eh bien, le peuple gauche de Côte d'Ivoire pourra même, comment je vais dire, être happé, même pourquoi pas par des démagogues. Et c'est là le plus à craindre. Et voilà, on est presque à la fin de cette émission. Tout à l'heure, je vais vous passer la parole simplement pour corriger. C'est bien sûr Pascal Affi-N'Guessan du FPI. On a l'habitude de dire le FPI original, voilà, qui a apporté son soutien au pouvoir, bien sûr, à quelques mois seulement des élections locales. Donc l'alliance FPI et RHDP, bien sûr, hein, on parle d'une alliance au nom de la réconciliation nationale. Donc, il ne s'agit pas de M. Raikonan Bédié, mais bien évidemment Pascal Affi-N'Guessan. Mais pourquoi M. Raikonan Bédié ferait pas une alliance avec le RHDP? Non, il peut très bien. Là, voilà. je corrige juste d'abord l'information. Mais il peut très bien, justement. Parce que moi, déjà, pourquoi M. Gbagbo, justement, ne peut pas, justement, aussi... Au nom de la réconciliation. Voilà. Pourquoi on ne fait pas rentrer M. Soro au nom de la réconciliation? Voilà. Donc, vous voyez qu'au nom de la réconciliation, on peut se retrouver dans un fourre-tout. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas, M. Tatinda? La réconciliation nationale, quitte à ce que chacun vienne assumer, mais pourquoi pas? Non. Pourquoi pas, oui. Et vous pourquoi faites quoi pas, de la M. justice? Pourquoi, justement? Vous faites quoi de la justice? Vous faites quoi de valeurs? On n'est pas panafricaniste parce qu'on incarne des valeurs. On n'est pas panafricaniste parce qu'aujourd'hui, c'est devenu un courant qui prend, et on se dit, en étant panafricaniste, en tenant un discours panafricaniste, j'ai la capacité de pouvoir, comment je peux dire, choper une sorte de sympathie vers cette jeunesse qui a une envie de liberté en Afrique et pouvoir faire mes classes politiques. Non, on est ici parce qu'on incarne un certain nombre de valeurs, c'est-à-dire que des valeurs de justice, des valeurs de paix, des valeurs de souveraineté, des valeurs d'indépendance. Donc, vous, au nom de la réconciliation en Côte d'Ivoire, c'est un pays qu'on aime beaucoup. Ça veut dire que les problèmes de la Côte d'Ivoire nous touchent bien vraiment. Bien sûr. Et on va regarder. Nous attendons la réaction du FPI version Madame Simone Gbagbo. Ils ont regardé ça avec beaucoup de sourires en coin. Notre frère Blé a regardé ça avec beaucoup de sourires en coin. Tout le monde regarde ça avec beaucoup de sourires en coin, mais il faut souhaiter la réconciliation de ce peuple de Côte d'Ivoire. On ne peut pas... Il faut souhaiter la réconciliation. On se dit, s'il n'y a pas une véritable justice, même qui après pardonne. Vous savez, Madame Siké, la justice, c'est pas forcément pour sanctionner à vie, pour faire couler du sang et ressusciter les blessures. Faut la vérité, faut la justice, et après, il faudra même peut-être le pardon. Mais il faut ce processus. Toutes les grandes nations, notamment la Chine, l'Allemagne, la justice est passée en Allemagne, pas seulement la justice de Nuremberg. La justice est passée en Allemagne. En Afrique du Sud, la justice est passée. Mais il y a aussi eu une forme de pardon sur la suite. Donc personne n'interdit aux enfants ivoiriens de se pardonner. Mais on ne peut pas, comme ça, ne plus savoir
qui veut la réconciliation, mais prône réconciliation, et qui ne veut pas la réconciliation et crie le plus réconciliation. C'est un peu à ça qu'on assiste en ce moment. C'est un peu à cela qu'on assiste en ce moment. Voilà, c'est avec ces propos aussi qu'on va la clé sous le paillasson pour, à travers nos différents canaux, réseaux sociaux, Facebook et YouTube. Merci. Et bien sûr, cette émission sera rediffusée sur vos antennes For You Media TV lorsqu'il sera exactement 23h à Yaoundé, 22h temps universel. Merci une fois de plus. À très très bientôt.